matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Et aujourd'hui, émission exceptionnelle, vous avez entendu la matinale Tocsin, mais qui se déporte un petit peu sur l'après-midi. Nous sommes aujourd'hui à 18h en direct avec vous pour parler, pour recevoir, et tout au long de la semaine, ce sera comme ça, une invitée exceptionnelle, Cheyenne Caron. Et nous sommes heureux cette semaine de vous présenter tous les jours une personnalité, de prendre le temps de discuter avec elle et d'ouvrir un petit peu nos ornières sur d'autres horizons. Aujourd'hui, donc, nous recevons Cheyenne Caron. Bonjour Cheyenne Caron. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et je suis très très heureuse de commencer cette nouvelle année 2024 avec vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire bonne année à tous nos auditeurs et bonne année à vous, Cheyenne Caron. Très heureuse et tous mes voeux pour 2024. Merci. Et bien de même, je vous présente mes meilleurs vœux. On va parler évidemment justement de vos projets de 2024 et de ce prochain film qui va sortir très prochainement, vous allez nous le dire, Que notre joie demeure. Mais je vais d'abord vous présenter, tout le monde peut-être ne vous connaît pas encore, vous êtes cinéaste, peintre, enfant de la DAS, autodidacte, vous êtes formé seul au Monde des Arts, auteur d'ailleurs d'une quinzaine de films désormais. Le premier a été en 2001, À une Madone, jusqu'au prochain donc, qui va sortir prochainement, comme je l'ai dit, dédié à l'histoire du père Hamel. Le père Hamel, je le rappelle, assassiné en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray par un terroriste islamique. Donc ce film Que notre joie demeure, dont on va parler dans quelques instants. Un fil relie l'ensemble de vos œuvres, peinture d'ailleurs comme film, une présentation de la vérité, mais la vérité sans fioriture, sans artifice, et dans le même temps une recherche d'élévation, une élévation que je dirais spirituelle, humaine et esthétique. Et c'est par ça qu'on va commencer aujourd'hui, par ce fil rouge qui s'entend d'ailleurs à l'évocation même des titres des premiers et derniers de vos films, À une Madone et Que notre joie demeure, qui rend hommage au père Hamel. À chaque fois, cette foi chrétienne, soit qui est votre foi, celle qui est transposée dans la présence, en tout cas, de vos films et dans la foi de vos héros. Je voudrais commencer par ça. C'est particulièrement étonnant dans le monde actuel, dans le monde dans lequel nous sommes, de porter cette foi ou de la faire porter par vos héros. Comment vous l'expliquez ? Déjà, tous mes héros ne sont pas forcément catholiques. Oui, tout à fait. J'ai parfois fait des films, j'ai fait par exemple La morsure des dieux, le héros était païen. Oui, Moi, tout à fait. j'ai beaucoup d'admiration pour les paganismes européens. Je pense qu'ils sont l'héritage des peuples européens et je pense qu'il ne faut pas leur tourner le dos. Au contraire, il faut s'y intéresser. Je suis pour le rapprochement entre païens et chrétiens, voilà, et même plus largement avec les autres religions. Bien sûr. Mais je pense que maintenant j'ai bientôt 50 ans, alors je peux poser un regard un peu sur tout ce que j'ai accompli. Je crois que mon œuvre entre guillemets cinématographique, je crois qu'elle est drainée par l'amour absolu que j'ai pour ma famille qui m'a sauvée. Vous avez mentionné le fait que je suis une fille de l'assistance publique, Oui. c'est vrai. J'ai eu la chance d'être abandonnée à l'âge de 3 mois et recueillie par une famille exceptionnelle de Français savoyards et ardéchois, ouvriers, catholiques pratiquants, de gauche, des gens, je dirais des saints anonymes, comme il en existe beaucoup en France et dont on parle très peu. Et je pense que l'amour que j'ai pour ma maman, Marie-Chantal Caron, qui est un amour absolu, bien au-delà... Votre mère d'adoption, donc. Non, ma mère tout court, j'ai qu'une mère. J'ai une génitrice que je ne connais pas, mais j'ai qu'une maman. Celle qui m'a sauvée, qui m'a éduquée, qui m'a protégée, qui m'a soignée, qui m'a éduquée, etc. Et je pense que l'influence de ma maman, qui est une femme d'exception, mais toute modeste, hein. Ma maman, c'est une ancienne institutrice qui a adopté plusieurs enfants. J'ai mon petit frère qui a été adopté du Guatemala, nous parlons le langage gestuel parce qu'il est sourd. J'ai ma grande sœur qui est née en Algérie. Mes parents ont 2 enfants biologiques blonds aux yeux bleus magnifiques, Emmanuel et Anne-Laure. Enfin, vous voyez, bon, eh bien, je pense et d'ailleurs, que je crois que votre prénom, Cheyenne, est en écho à votre frère. J'ai une adoration pour mon petit frère. Mon petit frère qui vient du Guatemala, qui est un Indien Maya. Et lorsque j'ai été adoptée officiellement, j'ai pu, comme tous les enfants adoptés, changer d'identité. Et donc, j'ai choisi Cheyenne parce que j'avais l'impression dans ma tête de fille de 18 ans que ça me rapprochait
de ce frère adoré. Et pourquoi j'adore mon petit frère, alors que les Mayel et Cheyenne, il n'y a aucun rapport. Et je dois confier que si... Alors, je m'appelle aussi Marie sur ma carte d'identité, oui, tout à fait. donc on peut m'appeler Marie. Cheyenne Marie, oui. Voilà. Oui, ce petit frère, je l'ai en adoration. Enfin, j'adore toute ma famille de toute façon. Mais je pense que le fait qu'il soit arrivé à la maison à l'âge de 2 mois et demi, moi j'avais 5 ans, il était handicapé, on a découvert son handicap vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Et j'ai adoré cet enfant, voilà, qui est mon petit frère, qui a 40 ans, mais 42 ans même. Mais bon, voilà, je le considère toujours comme mon jeune frère. Et je pense que cette éducation, mais c'est même plus qu'une éducation, le fait d'avoir été sauvée par cette famille si exceptionnelle et à la fois si simple, oui. Je pense que c'est ce qui m'a donné envie et en fait, je l'ai fait même sans m'en rendre vraiment compte, vous voyez, d'irriguer mon cinéma en hommage à ces personnes. Parce que j'ai eu cette famille formidable, mais j'ai aussi eu un prêtre dans mon enfance qui s'appelait le père Amédée Faure, qui vient de mon village. Et nous allions à l'église le dimanche, bien sûr. Et ce prêtre, sa sœur Madeleine a été tuée par un musulman. Elle a été étranglée par un voisin. Il vivait dans un HLM et Madeleine, le père Faure était en pèlerinage à Jérusalem et sa sœur Madeleine a été tuée par un jeune Marocain du village. Et le père Faure a tendu la main à la famille du meurtrier en disant « Je reste vivre auprès des parents dont le fils a tué ma sœur parce que ma présence les aide à vivre. » Moi, j'avais 19 ans, donc j'ai assisté à tout ça. Alors moi, je suis pas tout à fait comme ça. Hein. Moi, je suis un peu plus œil pour œil, dent pour dent. Mais bon, ça c'est... Oui, non, mais je reconnais. C'est-à-dire que j'ai fait des films sur des saints, mais moi, je suis pas comme ça. Oui. On faisait ça à ma famille, je dégomme tout le monde, quoi. Vraiment. Mais ce modèle de ce prêtre inconnu de tout le monde... Vous vous rendez compte qui fait ce geste que moi je serais incapable de faire, ce geste si sublime, ça m'a donné envie d'écrire au Saint-Père, au Vatican, parce que c'était au moment où je faisais... Ah oui, parce qu'en fait, cette histoire m'a inspiré l'apôtre. Donc j'ai fait l'apôtre en hommage à ce prêtre. Et j'ai écrit au pape, écoutez bien, ça c'est plus important que mes films finalement, et j'ai dit au Saint-Père, dans mon village, il y a un saint homme. Et si vous voulez, je vous dis ça, je vous fais une parenthèse, je vous parle de ça parce que ce qui me conduit au Père Hamel aujourd'hui, je pense que c'est lié à ça. Il y a un saint homme inconnu de tout le monde qui est en train de mourir parce qu'il était très âgé. Il était en maison de retraite catholique. Bon. Et le Saint-Père m'a répondu une lettre, parce que j'étais catéchumène à l'époque. Bref. Oui. Et enfin, c'est pas le Saint-Père, mais c'est son secrétariat. Oui. Mais c'était une lettre avec estampillé du Vatican. Et alors, ils ont envoyé l'évêque, je crois, de Valence, qui est allé visiter ce prêtre anonyme qui était un saint, Amédée Faure, un homme exceptionnel. Et cet évêque est entré dans la chambre je le sais parce que ça m'a été raconté, est entré dans la chambre de mon prêtre, de ce héros de mon enfance. Il s'est mis à genoux devant son lit en signe de, comment on peut dire, une forme d'admiration, vous voyez. Bon, bref, je vous raconte des choses qui sont très, très personnelles. Mais c'est ce film, c'est cette histoire-là de ma vie bien sûr, qui m'a conduite à être tellement touchée quand j'ai su que le père Hamel avait été tué. Je ne connaissais pas le père Hamel. Je ne connaissais même pas la ville où il a été tué. Saint-Étienne-du-Rouvray, je ne connaissais pas. J'habitais Paris à l'époque. Et le lendemain de la mort, de l'assassinat de ce prêtre, je suis allée à Saint-Étienne-du-Rouvray. Tellement j'étais touchée. Je vous propose, puisque vous avez parlé de ces deux films, L'Apôtre et ce film en l'honneur du Père Hamel qui va sortir, et on va y revenir évidemment. Quand on regarde deux extraits, on va commencer par un extrait de L'Apôtre. Donc c'est votre film sorti en 2014 qui raconte, et on va parler aussi, un film très fort et potentiellement polémique. D'ailleurs, il a été, on va y revenir, je crois que c'est celui-ci qui a été retiré de certaines salles parce qu'on était dans une période un peu difficile, sur la conversion d'un musulman. Regardez cet extrait. Que sais-tu au juste
Et oui, alors là, on le voit, justement, il discute avec le prêtre qui lui demande ce qu'il sait de Jésus. Et il y a ce deuxième extrait, Que notre joie demeure. Donc là, évidemment, c'est celui que vous présentez dans la bonne annonce de ce film à sortir sur le Père Hamel. On regarde. Ah, vous êtes curé, vous. Il n'y a que les curés qui portent des croix de nos jours. Je suis prêtre, en effet. Je m'appelle Jacques. Pour toi, c'est Voltaire, les Lumières. Garde ton livre. Je serai jamais comme toi, moi. J'ai honte de toi, honte de ta génération, honte du fait que vous avez quitté votre pays. Ah, parce que toi, tu t'y connais beaucoup. T'as lu 3 pages du Coran, ça y est, tu te prends pour je sais pas qui. Et où l'on se trouve de prendre soin du monde pour le rendre plus chaleureux, plus fraternel et plus humain. À genoux, je t'ai dit. Bouge pas, à genoux. Me touche pas. Enlève ta main. Tous ces politiciens, c'est des chiens, c'est des lâches, c'est des menteurs et c'est des corrompus. Et nous, lorsqu'on réinstaurera un califat, on les dégagera tout cela. Peut-on préférer les ténèbres à la lumière? Non, sans doute non. Mais quand nous commençons à fermer les yeux pour ne pas voir le mal du monde et sa souffrance, c'est déjà la nuit qui s'installe. Voilà, on finit sur la nuit qui s'installe. Je vous rassure, chers auditeurs, on ne va pas parler que de la nuit qui s'installe. On commence une nouvelle année. Et justement, parler avec Cheyenne Caron est aussi porteur d'espoir, voire d'espérance. Et je trouve que justement, vous percez ce que je disais au départ. Hein. Vous donnez une lumière, même dans les films et dans les histoires les plus sombres, il y a toujours une lumière. Et c'est ce fil et cette lumière qu'on va suivre ensemble dans cette interview. Pour revenir justement sur ces 2 films, et finalement, et ce lien qu'il y a entre les deux, l'apôtre et Que notre joie demeure, évidemment, ce croisement de destinée entre un monde musulman, parfois radicalisé, et celui de ces prêtres qui accompagnent et qui acceptent aussi le plus dur. Ça, c'est un peu ce que vous racontiez sur cette figure du prêtre donc, qui vous a tant marqué dans votre jeunesse. Oui, mais tout de même, en revoyant les extraits, j'ai envie de parler de mes acteurs aussi, vous voyez, qui sont musulmans. Oui, tout à fait. Mes acteurs qui, pour beaucoup, je ne travaille pas qu'avec des musulmans, mais néanmoins, dans les extraits que nous avons vus, dans ces films sur des sujets si compliqués, ce sont des comédiens musulmans de très grands talents, très ouverts, très en réflexion, qui me suivent. Et ça, c'est extraordinaire aussi, vous voyez. J'y ai pensé, figurez-vous que j'y ai pensé en regardant l'apôtre, et je me suis dit finalement, oui, ça m'apparaissait comme étant des musulmans. Après, c'est vrai que ça peut être de très bons acteurs, mais... Et finalement, savez-vous comment ça a été accepté aussi dans leur milieu? Est-ce que finalement, ils ont eu des difficultés à produire ce genre de film ou pas du tout? Je pense que chez les comédiens, c'est un monde un peu à part, monde à part. Ce sont des artistes. Donc les artistes ont une sensibilité et une ouverture parfois quand même plus grande que le monde en dehors de l'art, je pense. Donc mes comédiens de confession musulmane, pratiquants ou non. J'ai quand même aussi une comédienne dans Que notre joie demeure, qui est de culture musulmane, mais qui est bouddhiste, vous voyez. Donc, bon, toutes ces personnes-là acceptent de me suivre dans des histoires si difficiles parce que je pense que je traite quand même avec infiniment de respect leur religion. Et il faut bien faire le distinguo entre la religion musulmane, portée par ces artistes,
habité par ces artistes, et parfois pas vraiment, pratiquants ou non, ça dépend, et à la fois cette religion qui a un petit pendant d'extrémistes, de radicaux, de fous, enfin de fous, d'aliénés, de gens qui vont vers la mort et qui tuent. Mais ça, c'est une infime minorité qui existe. Et moi, j'ai voulu en parler. J'en ai parlé aussi dans La chute des hommes, par exemple, sur des djihadistes dont l'un se convertit à l'orthodoxie, au christianisme orthodoxe. Moi, j'aime beaucoup l'orthodoxie aussi. Justement, alors c'est très intéressant ce que vous dites et le fait que vous ayez fait appel à des acteurs qui soient eux-mêmes musulmans, et comme je disais aussi tout à l'heure, dans beaucoup de vos films, vous abordez ces questions de l'immigration, du patriotisme, à travers, encore une fois, des acteurs. Par exemple, il y a ce film qui parle beaucoup de patrie, qui parle beaucoup d'une famille camerounaise. Eh bien, on voit aussi, j'imagine, je ne sais pas si ce sont des Camerounais qui ont joué, mais en tout cas, il y a cette recherche de vérité, de sincérité et même pour eux de sens à travers le fait d'être Camerounais en France, d'être fiers de leur pays d'origine, mais également de se construire dans ce pays qu'est la France. Ce sont tout autant de sujets à chaque fois qui paraissent finalement relativement délicats, parfois interdits dans certains milieux, dans certains médias, mais que vous abordez avec une réelle simplicité. Je pense, pardonnez-moi Clémence, je pense que rien n'est interdit en réalité. Il faut juste essayer d'avoir l'approche la plus honnête possible. Patrie ne parle pas que de l'immigration, du déracinement. Patrie parle aussi de la fierté identitaire et de la remigration positive. Tout à fait. Et ça, c'est merveilleux. Oui. Lorsque j'en parle avec mes comédiens, tous ne sont pas camerounais, certains le sont, mais beaucoup sont originaires d'Afrique noire. Lorsque j'échangeais avec eux, je peux vous dire que mes acteurs venant d'Afrique noire, ils portent l'Afrique en eux. Et la réalité, c'est qu'ils sont extrêmement reconnaissants à la France. D'ailleurs, l'un d'eux, Mamadou, avait grandi en famille d'accueil comme moi, celui qui joue le méchant dans le film. Vous voyez, Mamadou. Et il a été élevé par une maman blanche, toute gentille, et je me souviens de ça. Il était très attaché à sa maman. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec ces comédiens-là, si vous parlez vrai et que vous parlez sans jugement, sans racisme, parce que le problème, c'est qu'il y a parfois des gens qui sont dans une notion de rejet de l'autre parce qu'il est différent, etc. Tout ça, ça mène à rien. Mais si vous parlez avec honnêteté, avec cœur, en face, les comédiens vous ouvrent leur cœur. Beaucoup de scènes, par exemple, moi j'ai appris, à l'époque de Patrie, je l'ignorais, qu'il y a beaucoup de racisme entre les Noirs d'Afrique noire. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'un Burkinabé pouvait détester un Ivoirien, etc. Je l'ai appris durant ce film. Et ben, c'est grâce à mes acteurs. Parce que mes comédiens se sont livrés à moi. Oui. Et votre film a poussé la réflexion également. Oui, mais si vous voulez, ce qui est bien, je trouve, dans ces milieux-là artistiques, moi c'est le cinéma, entre autres, mais c'est que si vous parlez avec cœur, avec amour presque, j'ai envie de dire, voyez, à l'autre, c'est-à-dire avec bienveillance, en disant, écoute, il y a un problème de racisme anti-blanc, parce que le sujet, c'est quand même le racisme anti-blanc du film. Je vous propose, chez Yann... Oui, pardonnez-moi. Non, on va, évidemment, vous allez continuer d'en parler parce que c'est absolument passionnant et que ça fait partie des sujets que je voudrais aborder avec vous. Mais pour que tout le monde comprenne, on va regarder un extrait de Patrie. Tamanda, ça va tout. Attends, laisse-moi chercher le temps. Là, tu vas là. Tu vas là, ce qu'on fait, toi. Hein? Allez? Non, regarde. Tu vois.
Mon fils. Toujours la présence d'ailleurs de cette mère, d'une mère, hein, elles sont souvent présentes les mères, et cette mère ici très protectrice, c'est peut-être aussi un fil qu'on peut retrouver dans beaucoup de vos films. Alors revenons à Patrie, donc vous disiez il y a aussi cette notion de racisme anti-blanc, mais pas que, il y a aussi le patriotisme, la fierté de ses origines, qu'elles soient origines françaises, la difficulté d'être fier d'être français, la difficulté d'être fier d'être camerounais tout en vivant en France, et on voit d'ailleurs ce dialogue à un moment donné du fils qui demande à sa mère, mais maman, tu es camerounaise, tu aimes le Cameroun, vous nous parlez du Cameroun tous les jours, mais pourquoi l'avez-vous quitté ce pays? Voilà, et c'est une forme de règlement de compte de la nouvelle génération avec l'ancienne. Mais la maman explique que pour sauver ses enfants, pour leur permettre d'avoir une éducation, elle a quitté ce Cameroun de son enfance, donc de l'enfance de la maman, pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. Vous voyez? C'est-à-dire que l'un et l'autre se parlent, la maman et le fils camerounais se parlent en vérité. Et c'est une scène magnifique. Moi, lorsque je revois ces extraits, parce que je ne regarde jamais mes films, eh bien, non, c'est vrai, eh bien, je suis touchée de voir... Ils sont très bons. Oui, merci. Mais je suis touchée de voir que tant de comédiens venus de l'immigration, comme moi, d'une certaine manière. Moi, mes géniteurs étaient kabyles. Je suis née en France, mais néanmoins, génétiquement, je viens d'ailleurs. Eh bien, je trouve merveilleux qu'il m'ait fait confiance. Et il faut que vous sachiez que ce film-là, là, vous avez passé des extraits très violents, parce que le film, c'est un sujet quand même violent. Parce que le racisme anti-blanc, les gens, souvent, à l'époque, quand j'ai fait le film, dénigraient ce fait. Moi, je savais qu'il était bien réel. Parce que ma petite sœur, enfin, je ne devrais pas parler de ma vie personnelle, mais j'ai eu des personnes de mon entourage qui sont donc blancs, puisque moi, j'ai été élevée chez les blancs, qui ont souffert de racisme anti-blanc. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, je sais que ça existe. Et j'ai voulu faire un film parce que des films contre le racisme anti-arabe, anti-noir, etc., ça existe et c'est formidable. Mais contre les blancs, ça n'existait pas. Alors, j'en ai fait un, mais... 2015, en effet, vous étiez très en avance sur... Désormais, on commence à en parler, mais ça reste cloisonné dans la droite, voire l'extrême droite. Oui. À l'époque, c'était très... comment dire, je trouve pas le mot, mais on refusait le fait que ça puisse exister. On dénigrait l'existence du racisme anti-blanc. On ne voulait pas le voir. Je trouve pas le mot qui convient, mais bref. Ce film m'a quand même valu un prix dans un festival africain. Africlab 2016. Donc, c'est pour vous dire que tout en parlant d'un sujet si délicat qui est ce racisme anti-blanc, ce déracinement, etc., et bien si on fait... Mais deux familles, parce qu'il y a deux héros dans le film. Il y a le premier, la famille blanche, et puis la famille camerounaise. Du Cameroun. Voilà. Eh bien, deux familles chrétiennes d'ailleurs. Et la famille camerounaise est extraordinaire. Moi, je la trouve aussi extraordinaire. Avec ce personnage principal incarné par Jackie Toto, qui est un acteur extraordinaire. Eh bien... On pourrait dire, beaucoup d'acteurs, vous les faites revenir dans différents films. Hein. Oui, parce que... Comme une famille, en fait. Oui, non, ça, c'est beaucoup dire quand même. Mais disons que ça, c'est ce qu'on dit dans le cinéma. Moi, je ne suis pas tout à fait... Moi, j'ai qu'une famille, c'est ça qui m'a sauvée. Oui. Mais en revanche, j'ai beaucoup d'admiration pour ces acteurs-là. Une réelle admiration. Jackie, enfin, quand j'ai de l'admiration, en général, je retravaille avec eux. Voilà. Et donc, voilà, ce film, si vous y mettez de l'amour, c'est-à-dire, l'amour, c'est pas ne pas se parler en vérité. Je dirais même que le vrai amour du prochain, j'entends, c'est se parler en vérité. Oui. C'est se dire nos vérités. Oui, il y a du problème de racisme anti-blanc. Aimer l'autre, c'est le considérer et c'est lui parler honnêtement. Vous voyez, si on commence à louvoyer, à dissimuler, etc., on n'est plus dans le rapport de cœur à cœur.
Et pour le cinéma, il faut ce rapport de cœur à cœur. Donc On est avec mes plus dans ce copains, rapport de vérité aussi. voilà. Et je pense que si vous êtes dans un rapport de vérité, mais réel et sans arrière-pensée, de racisme ou je ne sais quoi, l'autre le sent en face. Et donc, il se livrera et il vous parlera de sa vérité à lui. Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites aussi. Vous dites dans le cinéma, on a besoin d'être dans ce rapport de cœur à cœur et dans ce rapport de vérité. Mais peut-être que le cinéma en a besoin. Mais pardon, ce n'est pas très présent dans le cinéma, à part dans vos œuvres. On ne voit pas beaucoup cette approche de vérité, justement. On a l'impression c'est toujours assez artificiel, comme je vous le disais, chacun restant dans ses ornières. Et cette forme de, allez, on va utiliser un mot un peu valise, mais de bien-pensance qui évite de parler des choses vraies. Et comme vous le dites, des choses vraies qui, en plus, devraient pouvoir être discutées avec tout le monde sans malveillance. Sans malveillance, et discuter avec tout le monde, c'est aussi considérer tout le monde. Bien sûr. Lorsque vous vous mettez à dissimuler, à ne pas oser, quelque part, c'est de dire, eh bien, l'autre en face ne sera pas capable d'entendre, n'est pas suffisamment civilisé, risque d'être violent, etc. Ben, c'est pas vrai. Et vous voyez, ce que vous me dites me fait penser à un court-métrage que j'avais vu, qui m'avait beaucoup marqué, réalisé par Julie Gaillet, la compagne de François Hollande. Oui. Elle avait fait un film dont le sujet était très intéressant, c'était l'obligation pour les jeunes filles de se marier. C'était le mariage forcé. Vous voyez, pas pour les jeunes filles, pour les grands enfants, vraiment les toutes jeunes filles. Et elle avait pris une jeune catholique que l'on forçait à marier à un vieux monsieur. Alors que ce qu'elle voulait dénoncer, c'était bien sûr le mariage forcé dans le monde arabe ou maghrébin ou oriental, musulman, parce que c'est une vérité. Elle n'avait pas osé parler de cela, alors que si elle avait eu le courage de dire, bah oui, dans certaines cultures, il y a parfois un problème de mariage forcé. Et on peut en parler et faire un très beau film là-dessus, qui dénonce, mais qui dénonce sans être irrespectueux ni des femmes, etc., etc. Et elle avait carrément mis une famille catholique. Moi, ça m'avait fait bondir. Vous voyez, eh bien, ça ne sert à rien, ça. Oui, mais est-ce que c'est pas un des travers, ça ne sert à rien, mais est-ce que ce n'est pas un des travers du monde cinématographique? Et je continue ma question. Finalement, comment vous expliquez que, alors que vous êtes une des rares à oser faire les choses en vérité, alors que ça devrait finalement être d'une simplicité royale, comment vous expliquez finalement vous ayez... Simplicité royale, Clémence, c'est pas si simple, parce que vous savez, ce qui conduit à faire ça, c'est tout un parcours. Moi, je dois tout à la France. Moi, je dois tout à la France. Je dois tout à ce pays. Je sais d'où je viens. Et je sais, j'ai même écrit un livre d'aphorismes qui s'appelle « Éloge de l'abandon ». C'est pour vous dire. Oui. Donc, pour revenir tout à l'heure, d'ailleurs, vous disiez la chance d'être abandonné. Oui, complètement. Moi, dans mon cas, ça peut paraître assez étonnant. Non, c'est dans certains cas. Alors, vous voyez, mon petit frère du Guatemala, lui, le ressent pas comme ça. Il nous adore, mais il est très attaché à sa culture d'origine, le Guatemala, alors qu'il connaît pas, puisqu'il est arrivé à la maison à 2 mois et demi. Mais il a un attachement, moi, pas du tout. Moi, c'est une césure absolue, définitive et immuable. Et mon pays, c'est la France. Mais je suis très intéressée par l'Europe aussi, quand même. Je suis pas renfermée sur le pays qu'est la France. Et puis. Pardonnez-moi, j'ai perdu le fil de ce qu'on disait au tout début. Non, oui, alors, parce qu'on est passé un peu du coq à l'âne, on parlait, on parlait de la chance, entre guillemets, de l'abandon, mais avant ça, donc, de la simplicité que devrait être celle de dire les choses et de les présenter telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, dans le monde cinématographique tel qu'il est et dans le monde médiatique, puisque je parlais un peu aussi de notre cas à nous, monde de la presse, ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et dans toutes les cases, on va dire que ce soit la gauche jusqu'à l'extrême droite, on a beaucoup de mal à sortir de ces a priori. Et c'est là où c'est étonnant parce que finalement, et je vous pose cette question, vous recevez plutôt bonne presse à chaque fois pour vos livres, pour vos films, pardon, et notamment de journaux tels que Libération et Le Monde. Qui aurait pu être choqué par des films tels que Patrie, par exemple, ou L'Apôtre. Oui, c'est vrai. Ou Télérama aussi font parfois de bons papiers. Je vous dis, la clé, elle est simplement dans le fait
de faire les choses avec... Bienveillance, c'est un mot qui n'est pas tout à fait compris, mais bienveillance, ça veut dire je te considère suffisamment pour te livrer ma vérité. Oui. Livre-moi pour te critiquer, mais dans le bon sens du terme. Oui. Voilà, pour te critiquer ou formuler une critique commune et essayer de voir ensemble comment on peut faire grandir la société. Et si ça s'appelle le dialogue. Ça s'appelle le dialogue en vérité. Et si vous êtes capable de cela, je ne vois pas comment on pourrait critiquer négativement cette approche-là. Vous voyez ? Donc, le fait que ça n'existe pas beaucoup, c'est pas bien grave. L'important, ça n'est pas la quantité des films sur ces sujets-là. L'important, c'est peut-être la qualité, vous voyez. C'est pas... Alors, le film reste comment on peut dire, pour certains, un business, reste une volonté de s'enrichir, une volonté de... Mes sujets sont des sujets, on les fait pas pour s'enrichir, quoi. Vous voyez, on les fait parce que on n'a pas le choix, c'est vital. Vous critiquez d'ailleurs ce monde de la pensée, on va dire unifié, parfois qui vient donc de la critique des arts, mais également parfois même de l'éducation nationale. Et ça se voit particulièrement dans ce film-là, Le Fils d'un roi. Je vous propose qu'on regarde un extrait, puis on en parle après. Le Fils d'un roi, on arrive dans une réunion de profs. Là j'en ai deux, Ils m'ont fait un exposé, ils n'ont rien suivi de ce que j'aurais demandé. Ils m'ont fait 5 minutes de provoque pour défendre... Tu sais ce qu'ils voulaient défendre ? La monarchie. La monarchie ? Et en roue libre, ils me disent du Tocqueville. Ils me coupent la parole quand je fais des remarques. Alors bon, je les ai agrippés. À la fin du cours, je leur demande, mais c'est quoi votre truc avec ça ? Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse ? Il y en a un qui me répond... Tu sais ce qu'il me répond ? La beauté. Et l'autre, le sacré. La beauté, le sacré. Alors, pour raconter un petit peu à nos auditeurs, il s'agit donc de deux élèves donc, qui produisent cet exposé et qui vont donc parler du royalisme, de la monarchie et font appel expliquent leur exposé par cette volonté, ce besoin même de beauté et de sacré. Et dans ces deux jeunes, les deux viennent d'un quartier plutôt populaire, mais l'un est issu de l'immigration. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça encore, on voit ce travail que vous faites, que finalement, même ces jeunes-là, et parfois même encore plus eux, issus de l'immigration, ou issus d'endroits déracinés, eh bien, eux ont besoin de cet appel à la beauté, au sacré, au supérieur, qu'on ne leur présente pas toujours en France, justement pour les raisons qu'on a évoquées juste avant. Oui, mais attendez, Clémence, il n'y a pas que. Le jeune Kevin, héros du film qui vient d'un milieu populaire, a besoin lui aussi de sacré et de beauté. Donc, ce n'est pas l'apanage des gens issus de l'immigration. Je pense que la jeunesse entière a besoin de hautes aspirations. Le film parle de ça, de volonté de transcendance, de volonté de trouver des symboles en ce monde qui unit. Et donc, au travers de la figure d'un roi, qui est finalement l'expression sur terre entre le peuple et le ciel et Dieu, quand j'ai écrit ce film, je trouvais qu'il y avait quelque chose là, à la fois de surnaturel et de sublime. Vous voyez, de mystique, d'une mystique qui est nécessaire, d'une beauté et d'un sacré qui est nécessaire à tout enfant, à tout jeune. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai vu ça comme ça, alors que je viens pas du tout d'une famille de monarchistes. Moi, mes parents sont de gauche tout à fait classique. Mais enfant, je rêvais à des rois et à des reines. Après, il faut que je vous dise une chose. Dans le film, la manière dont j'en ai parlé, je pense que j'en ai parlé tel que moi, je l'ai rêvé enfant. C'est-à-dire, comment unir le peuple, si ce n'est par un symbole qui soit... qui rassemble et qui soit au-dessus de tous. Mais au-dessus sans condescendance. Vous voyez, au-dessus, dans une approche un peu protectrice et englobante et aimante.
Mais il y a aussi une réalité. Moi, j'ai quand même côtoyé des monarchistes extraordinaires. Je pense à l'homme qui est un comte d'ailleurs, qui m'a aidé pour trouver le petit budget du film. Cet homme, je dis son nom, il s'appelle le comte de Lursalus. Il a un magnifique château. Il vend il produit un sauterne, quelque chose comme ça. Il ne faudrait pas que je dise de bêtises, mais un vin extraordinaire. Et c'est cet homme qui m'a aidé financièrement. Oui. Et pourquoi je vous parle de lui? Non pas parce qu'il a un château et tout ça. Vous savez ce qu'il a fait, cet homme-là? Quand j'ai fait le générique, je me suis dit quand même, j'ai ramé des années pour faire ce film, grâce au budget qu'il m'a donné, qui était un modeste budget, mais néanmoins, sans ce budget, je n'aurais pas fait le film. Je vais le mettre au tout début du générique. Avant même les 2 prétendants au trône de France, Louis de Bourbon, il ne faut pas que je me trompe, et Jean, le prince Jean, hein, prince Louis, prince Jean. Il ne faut pas que je me trompe parce que entre les orléanistes et les légitimistes, la grande guerre. Il y a une guerre. Alors, enfin, une grande guerre. Lorsque j'ai fait une avant-première, ils étaient tous réunis, c'était très sympa. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je me suis dit, cet homme-là, je vais le mettre au tout début. Ce conte extraordinaire. Eh bien, je lui ai fait valider d'abord le générique parce qu'il ne fallait pas que je l'incommode non plus. Il m'a écrit une lettre magnifique. Et il m'a dit, pourtant, c'était grâce à lui que j'avais pu faire le film, Comte de Lursalus, Alexandre, je crois, Alexandre de Lursalus. Il m'a dit, ne me mettez pas en premier, je ne veux pas apparaître avant les princes, mettez-moi parmi les autres. Vous vous rendez compte, cette aristocratie extraordinaire. Donc j'ai vu ce sublime-là, de ces hommes héritiers de temps passé. Pour moi, ce sont des héritiers des chevaliers de France, quoi. Vous voyez ? Oui. Porteurs de valeurs, de traditions. D'ailleurs, traditions qui reviennent. Mais la tradition, bien des hommes la portent. Mais si vous voulez, cette humilité-là fait que j'en parle aujourd'hui et que j'en parlerai toute ma vie de cet homme-là. De valeurs chevaleresques un peu. D'ailleurs, vous dites, vous l'avez déjà dit à travers d'autres interviews, mais on le voit aussi à travers vos films, vous avez une recherche aussi de héroïsme, de grandeur et d'héroïsme qu'on voit. Hein. D'ailleurs, vous faites plusieurs films en l'honneur de héros de la Légion étrangère, qui, j'imagine que pour vous, ce sont des héros. Et d'ailleurs, je vous propose... Mais la Légion, même dans ce qu'ils ont de plus... Je voulais juste... Attendez, pardonnez-moi Clément. Oui. Je voulais juste finir avec cet aristocrate extraordinaire, je vous en ai parlé, mais il faut que je vous dise aussi quand même que j'ai vu aussi des gens qui n'étaient pas terribles. Voilà, je voulais vous dire ça. Là, ça fait retomber un peu le soufflet, pardonnez-moi, mais parce que je voudrais vous... Non, mais vous voulez être honnête, vous voulez être en vérité, donc il faut tout dire. Voilà, c'est ça que vous voulez. Et j'ai vu la démarche. Des gens, j'ai vu à la fois cette grandeur-là, de ces hommes qu'il faut pour moi célébrer, mais j'ai vu aussi des gens petits, rabougris, intantinés racistes, mais d'une manière pas belle. Enfin, j'ai vu des gens, j'ai vu de tout, quoi. Mais moi, dans le film que j'ai voulu faire, je ne voulais pas parler de ces petites gens rabougris, je voulais parler de la beauté, de la grandeur portée par ce comte de Lursalus. Oui. Ouais, vous comprenez? Mais bien sûr. Voilà. Parce que je veux pas. Voilà, je veux vous dire les choses. Alors, je vous propose, puisqu'on parle de cette recherche d'héroïsme, qu'on voit dans vos différents films, finalement, des héros simples. On va parler du héroïsme de la Légion étrangère. Mais il y en a un qui l'exprime, justement, toujours dans Le Fils d'un roi, qui exprime cette volonté, cette recherche d'héroïsme. Alors, je vous propose qu'on regarde cet extrait-là, le deuxième extrait du Fils d'un roi. Il y a une intention politique, en fait, de faire en sorte que les nouveaux arrivants, notamment sur le territoire français, ne se sont pas écrasés par une histoire triomphante, ne se sont pas exclus. Parfois, il y a certains peuples, tu vois, qui ont une histoire malheureuse quand même avec la France. Moi, ce qui m'exclut, ce qui me rend dingue, c'est ce manque d'héroïsme, ce manque de courage, ce manque de beauté, tout simplement, parce que moi, je suis un jeune issu de l'immigration. Pour que j'épouse cette histoire de France, il faut que je l'aime, forcément. Mais si j'ai envie d'être du côté des vainqueurs, pas des vaincus. Donc du coup, j'ai un peu de mal avec ça et on n'arrive pas à s'identifier. Les jeunes de banlieue n'arrivent pas à s'identifier à ça.
Ce manque d'héroïsme, ce manque de beauté, ce manque de courage. Oui. Voilà, des mots très forts. Et finalement, vous l'avez exprimé à travers Love Voix et vous l'avez également exprimé à travers plusieurs films qui rendent hommage à ces héros, on va dire ces militaires, notamment de la Légion étrangère, puisque là aussi, on voit bien, ce sont des gens, évidemment, la Légion étrangère, issus de différentes nationalités, mais qui se battent pour la France et qui ont évidemment cette notion d'héroïsme. Vous en parlez notamment dans La beauté du monde, ce film bouleversant que j'ai regardé hier en pleurant toute la soirée, mais un film absolument magnifique. Mais vous avez plusieurs films. La Légion étrangère, c'est une organisation d'une société un peu dans la société, une organisation parfaite. C'est vraiment, moi je ne fais plus de films pour le moment sur ces sujets-là, mais j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 2 ou 3, même 3. De ce que j'ai vu une organisation parfaite au sens où il n'y a pas que des étrangers, contrairement à ce que vous pensez. Il y a aussi beaucoup de Français, notamment dans des grades d'officiers, parce qu'ils ont fait parfois Saint-Cyr, etc. Oui, bien sûr. Oui. Ce sont des hommes, de ce que j'ai vu, je pense à Nicolas Meunier, par exemple, qui était un colonel au Premier Reich, très tournés vers leurs hommes, très... Ce que j'ai vu là-bas, c'est dur de trouver les mots justes, mais j'ai vu des hommes d'exception, mais vraiment. Et chez les légionnaires du rang, c'est-à-dire celui qui vient de Roumanie, de Hongrie, Pologne, ou d'où que ce soit, j'ai vu des hommes, là aussi, d'exception. Donc, quand vous mettez... Mais pour de vrai, ce que je vous dis, c'est... Je vous en témoigne parce que moi, ils m'ont ouvert les portes de plusieurs régiments. Donc, j'ai pu travailler à leur côté. Eh bien, moi, petite réalisatrice qui fait des films pas vus par grand monde, eh bien, ils m'ouvraient leurs portes avec bienveillance. Et en plus, j'abordais des questions qui étaient parfois pas simples, comme vous parlez de La beauté du monde. Les traumatismes. C'est le syndrome, les traumatismes, syndrome post-traumatique des soldats à la Légion pendant... Alors maintenant, c'est tout à fait considéré. Oui, c'est ce que vous mettez à la fin du film d'ailleurs. Ça a été reconnu que très très tard. Et finalement, il y a eu un travail sur le traumatisme qui n'est arrivé et qui est reconnu et qui accompagne les soldats touchés par ces traumatismes que très tardivement. Je crois que c'est en 2016. Mais quand même, à la Légion, on abandonne. C'est vraiment culturel chez eux. On n'abandonne jamais nos blessés. Ils n'abandonnent jamais leurs blessés. Voyez. Donc ça, quand même. Mais c'est vrai qu'après le traumatisme psychologique, il a fallu quand même de nombreuses années. Il n'est pas visible. Et comme eux-mêmes ont du mal à parler. Oui. Alors, ça va un peu plus loin que ça, et je pense que c'est dans l'armée en général, c'est que l'homme qui souffre d'une espèce de défaillance, comme ça, un peu de trouble, de désordre intérieur, eh bien... Longtemps, c'était pas tout à fait reconnu comme étant viril. Ça n'était pas des hommes solides. Mais maintenant, c'est plus du tout, même depuis plusieurs années déjà, ça n'est plus du tout le cas. Au contraire, maintenant, il y a des mains tendues, il y a beaucoup de solidarité tournée vers ces hommes-là. Et cette institution, moi, m'a impressionnée. Si j'avais été un homme, je suis pas certaine que j'aurais été cinéaste, j'aurais été légionnaire. Non, mais c'est vrai. Parce qu'à 16 ans, je me suis présentée à un régiment. J'étais enlevée par la DAS de ma famille d'accueil. Bon, j'ai une histoire très douloureuse quand même. Et j'étais en foyer et je me suis présentée dans un régiment de Spahis, avenue de Romans, dans ma ville, dans la Drôme, à Valence. Et j'ai dit, je veux entrer dans la Légion. Et le gars qui était le garde m'a dit de dégager. Et il m'a dit, les légions ne prennent pas de femmes. Ce en quoi je les comprends. Je pense qu'ils ont raison de garder une harmonie qui est la leur. Je trouve ça très, très bien. Et donc, je suis dit, 2 ans après, j'étais majeure, j'avais 18 ans, je suis montée à Paris faire des films. Mais j'ai quand même pu servir la Légion à ma manière. Oui. Et figurez-vous que je suis même, comment appelle-t-on, réserviste citoyenne du premier REC, au grade de lieutenant. Vous devez être sacrément fière, puisque... Non, mais je suis heureuse, mais fière, non. Mais heureuse, oui. Et justement, je crois que cette Légion étrangère, d'une certaine façon, répond à beaucoup des questionnements qu'il y a et que vous passez à travers vos films. C'est-à-dire ce besoin de dépasser des différences et de trouver quelque chose de supérieur. On a parlé, pourquoi pas, du roi, du royalisme, de la foi, on en a parlé. Et il y a aussi ça. Il y a mais la Légion, ça la n'est pas geste, que ça. le héroïsme, Oui, expliquez-nous justement ce que c'est. La aussi. Légion, non, mais moi, ce qui me fascinait aussi, c'est qu'il y a une grande autodiscipline, il y a un ordre
qu'on s'impose à soi-même. Il y a un respect, il y a quand même une hiérarchie. Il y a aussi le mérite à la Légion. Si vous êtes méritant, que ce soit au combat ou méritant, vous montez en grade. Donc pour quelqu'un qui vient de l'assistance publique comme moi, qui est grandi dans une famille très très modeste, le mérite, c'est magnifique. Moi, j'ai travaillé comme une damnée pour faire tout ce que j'ai accompli. Vous pouvez même pas imaginer. J'ai travaillé. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la discipline, de l'autodiscipline, ça me parle. Et du mérite, de la récompense même, ça me parle énormément. Évidemment. Parlons un petit peu justement de ce parcours que vous avez mené. Comment avez-vous réussi finalement ? C'est la question qu'on se pose aussi. Aujourd'hui, vous êtes reconnu. Vous avez des films qui sont très forts, vous recevez des prix pour ces films. Et pourtant, comme vous l'avez rappelé, comme on l'a rappelé en introduction, vous êtes une enfant de la DAS, ensuite accueillie par une maman formidable, mais malgré tout d'un milieu très simple, absolument pas aidée dans ce milieu-là. Comment vous êtes-vous construite progressivement ? Et justement, vous parlez de méritocratie. Cette méritocratie existe-t-elle aussi dans le milieu de l'art ? Dans le milieu de l'art, je suis pas certaine. Étonnamment, cette quête-là que j'ai fait, qui est celle du cinéma, ma maman n'y croyait pas. Lorsque j'ai dit à ma mère, je monte à Paris faire des films, elle me disait, tu rêves. Bah oui. Et moi, je comprends un peu la réponse de la maman classique. Oui, mais moi je pense. Alors je vais vous dire une chose. Bon, après, il faut pas trop que je me livre non plus. Mais lorsque j'étais enfant, d'abord j'ai énormément souffert. Ça se voit pas trop sur ma tête, il paraît. Oui. Mais enfant, j'ai beaucoup souffert. Et cette souffrance, elle a été formatrice. Quand vous souffrez vraiment, je peux vous dire que dans la vie, rien ne vous fait peur. Lorsque des journalistes me disaient, mais vous n'avez pas peur, parler du djihadisme et tout, franchement, pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Monter à Paris, faire des films, c'était... Les gens peuvent se dire, oui, il y a une crainte, mais pas du tout. Comparé à ce que j'ai vécu enfant, mais c'était... Parce que si vous voulez, enfant, j'avais à la fois ma mère qui était mon modèle, mon demi-dieu, mais à la fois l'assistante sociale qui me suivait depuis mes 3 mois, parce que j'ai été abandonnée à 3 mois, me menaçait perpétuellement d'être retirée à ma famille. Quelle horreur. Et en me disant, tes géniteurs vont... Alors, ils me disaient, mes parents biologiques, mais moi, je ne peux pas entendre ce mot-là, vont venir te chercher, etc. Et si vous voulez, j'ai vécu, même petite, je n'avais pas le droit d'appeler ma mère maman, quoi. Mais je ne vous en parlerai pas davantage, parce qu'après, ça me met encore une boule à la gorge, alors que j'ai bientôt 50 ans, quoi. Vous voyez, je crois que j'ai cette boule toute ma vie. Mais c'est sûr. Quand vous avez traversé une enfance comme ça, vous n'avez peur de rien. Et sûrement pas de faire des films, vous voyez. Parce que des films, c'est quand même de l'amusement, entre guillemets. En revanche, ce que j'ai acquis, je pense que je l'ai acquis grâce à mon père, qui était un maçon, mon papa, Jean-Paul Caron, toujours vivant, hein, mon père que j'aime infiniment. Eh bien, mon père, je l'ai vu travailler, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Je l'ai vu aller au boulot, travailler, mais avec un sens de la discipline absolue. Et même fois malade, il allait travailler. Et construire pierre après pierre, comme vous pouvez construire un film, finalement. Ah ouais, complètement. Et donc, comme j'ai grandi avec ces modèles-là, il m'était pas difficile de monter à Paris. Je suis arrivée dans une chambre de bonne parce que j'avais pas d'argent. J'étais jolie quand j'étais très jeune, donc j'ai fait une campagne de pub qui s'appelait Woolford, c'était pour de la lingerie. J'ai gagné beaucoup d'argent, suffisamment d'argent pour louer une chambre de bonne pendant 3-4 ans, parce que j'aurais pu claquer cet argent. Mais j'avais un sens très développé de la conscience. Vous voyez, de la conscience. J'étais pas enfant, j'étais très sage d'une certaine manière. Et donc, je me suis mise à travailler comme une damnée, vraiment. Mais vraiment, dans ma petite cellule, j'étais en rue de Lisbonne, en semi-sous-sol, dans une chambre de bonne, et j'ai bossé. Et comment on travaille comme une damnée si on n'a pas d'argent pour faire des films? On a malgré tout besoin, à un moment donné, d'une équipe, de comédiens qu'il faut payer, de réalisateurs, de matériel technique. Alors, le réalisateur, c'est moi. Moi, je suis cinéaste. Oui, pardon. Oui, non, mais... Voilà. Oui. Je ne paye pas de réalisateur puisque je suis... Donc, au début... J'ai pris le guide Kodak, j'avais toute la liste des producteurs, j'ai pris la lettre A, B, etc. La lettre B, il y avait Bicéphale Productions. Je leur ai envoyé mon premier scénario, qui était vraiment pas très bon, qui s'appelait À une Madone, dont vous parliez au début. Oui. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit on aime beaucoup. Bon, j'ai trouvé ça étonnant, mais bon, voilà, j'ai fait le film. Bon, très bien. Non, mais c'est parce que c'est pas une œuvre que j'aime du tout. Ensuite,
grâce au mannequinat, entre guillemets, alors j'ai vraiment fait ça pour gagner un peu de sous, parce que franchement, c'est pas du tout mon truc, quoi. J'ai loué un petit studio. J'ai atterri d'ailleurs dans l'immeuble de Schoendorfer, le grand cinéaste Pierre Schoendorfer, qui était mon voisin du dessus, au 3e étage. Moi, j'étais au rez-de-chaussée. Et là, pareil, j'ai travaillé. Et ensuite, comme le CNC me refusait toutes les aides, tout le temps. Mais vous savez que le CNC m'a même refusé mon film La fille publique, qui m'avait valu la 4e de couve de Libération. Alors là, mes parents ont commencé à me prendre au sérieux, à se dire, ah bah quand même, elle a Libé, elle a une page dans Libé. Un film un petit peu autobiographique. Autobiographique, voilà. Eh bien, le CNC m'a refusé de me financer des sous-titres parce que j'étais sélectionnée en festival. Donc, j'ai dû emprunter, j'étais dans des galères, alors que c'était genre 1 000 € ou 2 000 €. Ils ont refusé de me les... Alors que c'est un film vraiment sur un sujet, c'était voilà, les enfants de l'assistance publique, bon. Et donc, j'ai croisé sur ma route beaucoup de personnes, beaucoup de comédiens qui ont accepté de participer à mes films. J'ai fait mes films, un budget moyen de long métrage, c'est 4 700 000 €. Si vous tapez sur le site du CNC, c'est les chiffres CNC, 4 700 000 €, parce que les tarifs syndicaux sont très, très élevés. Et moi, j'ai parfois fait des films avec 25 30 000 €. Oui. Vous vous rendez compte ? Mais ça m'a obligée à faire les repérages, le casting, la mise en scène, la production, la régie générale, etc., etc. J'ai peut-être trop travaillé d'ailleurs. Aujourd'hui, à 50 ans, non mais parce que parfois il y a l'âge du bilan comme ça. J'ai parfois peut-être trop travaillé. J'ai délaissé un peu la vie, quoi. Vous voyez, je me le dis un petit peu. Et en même temps, vous ne regrettez peut-être pas aussi la production de ces films et j'imagine aujourd'hui vous pouvez être fier aussi de votre œuvre. Je suis pas encore dans ce temps-là de me retourner et de dire waouh, je l'ai fait. Je ne suis pas encore là-dedans. Je suis pour le moment encore dans l'effort parce que là, je dois sortir mon film en hommage au Père Hamel. Le distributeur catholique d'ailleurs m'a planté comme vraiment une chaussette, enfin comme une vieille chaussette, m'a laissé tomber. C'est pour vous dire aussi que dans nos milieux, même aujourd'hui, non mais parce que vous voyez, je veux pas non plus idéaliser. Dans nos milieux, il y a des gens formidables. La plupart des gens, enfin quand je dis nos milieux, c'est-à-dire dans les gens chrétiens, etc. Il y a des gens formidables, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas terribles, quoi. Vous voyez, je vous le dis. Et donc aujourd'hui, j'appelle cinéma après cinéma. J'ai déjà trouvé 12 cinémas. Alors, ça peut paraître peu, mais je fais toute seule. Au travers de la France. C'est incroyable que vous en soyez encore à ça aujourd'hui. C'est que à 50 ans, si je continuais le cinéma à 70 ans, j'en serais encore à appeler les cinémas moi-même. Et probablement que mon œuvre sera célébrée. Et pourtant, encore une fois, comme on dit, vous avez reçu des prix, vous êtes reconnu. C'est quand même... Oui, mais je vais vers des sujets... D'abord, les prix en festival, c'est pas gage de qualité déjà. Mais je pense quand même que mon cinéma est de qualité. Mais c'est pour vous dire que tout ce qui est prix, tout ça, bon. Mais... peut-être que quelque part, je me dis que Dieu, c'est possible que ce soit ça, m'impose ce chemin-là pour garder, pour rester, comment dire, en alerte et ne pas tomber dans une facilité d'un cinéma commercial, un peu dégoulinant comme ça, qui m'intéresse pas. Moi, je ne pourrais pas soulever des montagnes pour faire des films de pur divertissement. Vous avez la chance de finalement devoir continuer de lutter pour pouvoir rester vrai. C'est possible, oui. Je voudrais, puisqu'on va bientôt arriver à la fin de cette interview, et aussi honorer dans votre façon de filmer, je le disais en introduction, finalement, on est presque dans une description à la Zola, très réaliste. Vous plantez le décor, les gens parlent, parfois ils s'interrompent, on voit la lumière crue des salles de cours ou autres. Et d'un autre côté, eh bien, parfois la beauté qui transperce, mais une beauté sans fioriture. C'est aussi cette recherche, je pense, que vous avez essayé de transmettre à chaque fois dans vos films. Je vous propose donc qu'on regarde un extrait. Vous parliez tout à l'heure de ce film La morsure des dieux. Eh bien, du berger, de ce berger qui contemple évidemment les magnifiques montagnes basques. On regarde La morsure des dieux, c'est un film de 2016.
D'ailleurs, c'est un acteur qu'on retrouve, hein, celui-ci, dans La beauté du monde, notamment. Oui. Alors on voit en tout cas ce berger, ces belles montagnes, et ensuite ce berger se bercer de cette beauté. Et c'est aussi ça qui est intéressant, je trouve, dans votre travail, puisqu'on pourrait dire, j'imagine les critiques classiques de cinéma, dire que cette approche que vous avez est une approche relativement, on va dire, populaire, réaliste, et donc jugée plutôt comme film de gauche. Et finalement, en même temps, avec une recherche de supériorité, un appel, comme on l'a dit, du sacré, d'une supériorité. C'est marrant que vous voyez, héroïste. Clémence, le fait que ce soit un peu naturaliste dans le jeu, que vous l'associez à la gauche. C'est étonnant, ça. Je dirais que ce n'est pas moi qui l'associe, je dirais que c'est plutôt habituellement, c'est comme ça qu'il serait associé, oui, il me semble, hein, dans le travail de réaliste du Parce que cinéma. prenez un comédien, un metteur en scène comme Éric Rohmer. Éric Rohmer, alors ses scénarios étaient très, très travaillés quand même, mais néanmoins, il y avait quand même une place à la vérité de l'acteur qui donnait ce qu'il était. Et donc, il y avait un grand naturalisme dans son jeu. Et Rohmer, c'était un cinéaste reconnu à droite. Oui. Mais bref, moi, dans le jeu, je n'aime pas trop le jeu théâtral. Je n'aime pas au cinéma le jeu où l'acteur récite. Il y a des écoles comme ça, mais moi, je n'aime pas ça. Ça ne me touche pas. J'ai besoin d'y croire. Et je préfère prendre des acteurs inconnus, voire débutants, voire des acteurs qui n'en sont pas. Moi, j'ai souvent travaillé avec des gens de la rue qui n'étaient pas du tout... que je croisais comme ça dans des castings sauvages au supermarché ou je ne sais où. Je préfère travailler avec eux que travailler souvent avec des acteurs trop usés par leur jeu d'acteur. Vous voyez, ça n'est pas... Alors, j'aime combiner une vérité de jeu, c'est-à-dire une vérité, parfois en improvisation même, de l'acteur, de ce qu'il a à donner, associée avec une forme qui soit très épurée, mais très belle. Enfin, très belle, c'est pas le bon mot, mais en tout cas une forme peut-être parfois un peu académique, peut-être, je ne sais pas, formellement, et à la fois un jeu qui ne l'est pas du tout. J'aime ce contraste-là, ça c'est un peu mon cinéma. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait, enfin cette recherche-là, vous l'avez peut-être aussi à travers vos peintures. Finalement, quand vous parlez de travail, d'œuvres, d'esthétique académique, c'est vrai que je pense à cette image, cet extrait, c'est dans La beauté du monde, justement. Là, on voit bien La beauté du monde, ce soldat traumatisé qui part dans les montagnes blanches, évidemment. Donc on voit cette figure sombre, puisqu'il est déjà tard, au milieu du blanc. Évidemment que c'est esthétiquement très, très fort. Et vous avez, ou au début, quand il entend, alors là c'est plutôt par le son, quand il entend un oiseau, et c'est ce chant d'oiseau qui peut-être le rappelle à la vérité, enfin au monde. C'est très important ce que vous dites là, cette nature qui nous rappelle à la vérité du monde. Parce que quand vous avez montré l'extrait de ce jeune paysan païen, il est païen dans ses rites, il est dans la vérité aussi. Il est ancré, tout à fait ancré. Il est ancré et ses aspirations, sa métaphysique, elle est totalement païenne et c'est magnifique. Et il tombera éperdument amoureux d'une catholique incarnée par la sublime Fleur Geffrier. Et ce sera une histoire d'amour très symbolique. L'histoire européenne, pour moi, absolument sensationnelle. Et c'est là-dessus qu'on va conclure. Ouais. Voilà, entre ces paganismes européens enchanteurs et cette foi chrétienne qui transcende tout ça. Moi, je trouve ça... Et finalement, vous réussissez à tout réconcilier. Ouais. J'aurais pas assez de toute une vie pour célébrer ça, voyez. Eh bien, merci beaucoup, Cheyenne Caron. Et on l'a compris donc, votre prochain film, pour le moment, comment faire pour peut-être pour vous aider ou pour vous suivre, en tout cas, pour savoir où vous trouver? Oui, alors dans l'idéal, pour les Parisiens, je dis juste que le 17 février, il y aura une présentation, une avant-première du film au cinéma Le Balzac. Donc il faut aller sur le site du cinéma, s'enregistrer, s'inscrire
on tape le titre du film, que notre joie demeure, et on s'inscrit parce qu'il est important que je puisse faire des entrées pour montrer que ce cinéma-là intéresse. Parce que sinon, je peine à trouver des budgets pour continuer. Et puis, par ailleurs, les gens qui sont intéressés par ce film peuvent m'écrire un mail parce qu'il va y avoir beaucoup de présentations. Alors, où vous trouvez par mail? Est-ce que vous voulez bien peut-être donner votre adresse? On la mettra. Alors, l'adresse mail que je donne est celle du film, que notre joie demeure @gmail.com. Eh bien, tout est noté. Merci Chéline Caron, merci pour votre travail, pour votre œuvre, et à très bientôt pour Que notre joie demeure. Merci à vous, merci. Belle journée. Et chers amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous et on se retrouve demain à 18h pour une interview un petit peu plus politique. À demain.